Topic News. Avec Franck Ramarson, directeur de publication du groupe Ultima Media, comprenant les journaux Les Nouvelles, Tarach et Courrier de Madagascar. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Topic News en ce mardi matin. Bonjour Franck Ramarson. Bonjour Nicole et bonjour à tous nos auditeurs de ce mardi. Alors le sommet France-Afrique va donc se tenir cette semaine et Madagascar notamment fait partie des pays dont le chef d'État n'a pas été invité. Il y a également certains pays africains qui ne démontrent pas de volonté par rapport à ce sommet comme l'Afrique du Sud. Quel est selon vous l'enjeu de ce sommet France-Afrique ? Tout d'abord, il ne faut pas confondre France-Afrique et France-Afrique parce que les gens ont tendance toujours à confondre de manière péjorative ces deux notions qui sont totalement différentes. C'est donc un sommet entre la France et les pays africains pour accorder leur violon sur le concept de la défense et surtout de la lutte antiterroriste et la paix, la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et je voudrais simplement souligner ici que Madagascar, avec 3 ou 4 pays africains, n'ont pas été invités au niveau du chef d'État, du fait simplement parce qu'il n'y a pas encore le retour à l'ordre conditionnel, que nous n'avons pas encore de président élu. Donc ce qui fait que la personne qui a été désignée ou invitée par la partie française n'est autre que le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre de la Transition désigné par la feuille de route. Mais, comme d'habitude, la présidence de la transition a failli encore de nouveau mettre les bâtons dans les roues pour le chef du gouvernement pour qu'il n'aille pas là-bas en ne signant pas l'ordre de mission. Pour que, d'après mes confrères, que cet ordre de mission est nécessaire pour le consulat de France. Mais c'est là qu'il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas dans la procédure, puisque comme c'est un chef de gouvernement, un chef d'institution invité par une institution officielle par la France, je ne comprends pas pourquoi on va passer par le consulat de France et non par le service du protocole de l'ambassade de France. Bref, ça c'est un détail, mais toujours est-il que l'Afrique du Sud, qui fait partie du BRICS, ne participe pas à ce sommet. Toujours est-il aussi qu'elle a une grande influence sur la partie ici chez nous sud-sud-est, c'est-à-dire avec sud-est de l'Afrique, c'est-à-dire de la SADC, le pays de la SADC et tout cela. Donc n'oublions pas que c'est le premier pays économiquement et politiquement fort dans la zone. Donc là, il faut croire que avec ce sommet de la France avec certains pays africains, c'est aussi donc un enjeu économique de taille qui est en jeu, en fait. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, depuis 3-4 ans, l'Afrique connaît un taux de croissance avoisinant les 10%, 10-12%. Donc, sauf les pays comme Madagascar, qui est toujours en temps de crise, on n'arrive pas à démarrer, et que ce devient un terrain propice pour les pays émergents, pour les pays comme les États-Unis, les pays d'Europe, pour donc des investissements, je dirais, générateurs de gros revenus et qui pourraient donc développer l'Europe et les États-Unis. Donc il ne faut jamais l'oublier qu'effectivement, on peut investir dans les pays africains, mais le retour se fera toujours c'est toujours ce système-là qui est prévalu depuis la colonisation et que maintenant, il y a un partage des richesses donc de l'Afrique, au départ qui était à l'avantage de la France et des Anglais, maintenant ça s'est donc, je dirais, multilatéralisé avec donc la présence du BRICS, de l'Union européenne, des Américains, des Chinois, des pays asiatiques comme la Corée du Sud, le Japon et le Singapour. Donc c'est devenu un centre d'affaires important. L'Afrique est devenue entre-temps donc une sorte de bastion des pays qui veulent donc avancer, je dirais, dans chaque secteur, domaine, que ce soit les énergies, domaine donc de miniers et domaine des matières premières, puisque c'est un pays qui regorge beaucoup de matières premières actuellement, des richesses naturelles que l'on peut exploiter, et aussi du point de vue agricole, parce que vous savez très bien qu'il y a des terres que les pays arabes, les pays asiatiques achètent
pour, je dire, nourrir leur population. Le cas de Madagascar était un exemple il n'y a pas longtemps, avec cette affaire des houes, avec cette affaire, je dirais, de terres rares, avec les Allemands, et ainsi de suite. Que donc tout cela, il faut donc harmoniser donc les décisions, avoir aussi une certaine solidarité dans la conduite donc des pays africains. Le continent africain reste, malgré ses potentialités, marqué par les conflits. C'est encore le problème de l'Afrique. Non, mais ce sont les potentialités qui entraînent les conflits, hein, c'est pas les Africains. Donc les conflits viennent de l'extérieur. Donc ces personnes se battent, je dirais, pour leur indépendance. Ces personnes se battent dans certaines contrées africaines, encore jusqu'à présent. C'est parce qu'ils veulent donc s'émanciper de ces aides étrangères, de cette, je dirais, ingérence étrangère. Mais d'un côté, il y a aussi donc le conflit entre grands pays qui s'exportent. Donc au niveau des intérêts, sur le pétrole, les mines et les richesses naturelles, les combats donc s'installent dans les pays, comme en RDC, comme les Congolais ne contrôlent pas du tout, c'est-à-dire leur exploitation minière. Donc vous allez bien que si l'Ouganda, le Rwanda, le M23 sont donc derrière la rébellion, c'est qu'il y a des grands pays occidentaux qui sont derrière, ainsi de suite. En Guinée-Bissau, maintenant personne n'ose y entrer. Pourquoi? Parce qu'il y a les Israéliens et les Chinois qui sont côte à côte pour faire marcher le pays, pour, je dirais, soutenir les dictateurs, ainsi de suite. Donc vous allez voir que c'est sur ce problème-là qu'il faut régler. Mais est-ce qu'on peut les régler? C'est ça par des élections libres et transparentes, comme on l'a fait au Mali, comme on fait en Guinée, comme on le fait ici. Qu'avec donc la mise en place d'une démocratie à l'occidental, est-ce que ça va résoudre, je veux dire, ces conflits, ces crises, que l'on importe d'ailleurs? Parce que ce ne sont pas des crises, si on revoit ici chez nous, Madagascar, c'est un pays de fiavan, comme on dit. C'est un pays de solidarité qui est basé sur le Foukounoul. Et puis, avec donc des Rémandiens. Ce sont les trois piliers de la société malgache. Est-ce que vous croyez qu'avant on avait eu ce genre de conflit? Non. Mais quand on a fait entrer tous ces enjeux économiques, financiers, qui ne se greffent pas avec, je dirais, la société, la mentalité et la culture malgache, par exemple, tout comme en Afrique, c'est le même problème. On a toujours ce genre de conflit. Et un sommet France-Afrique, est-ce que ça peut régler toutes ces crises qui se passent ici, donc, dans notre continent? À Madagascar, actuellement, il y a quand même beaucoup d'électeurs qui sont encore dans le flou. Même certains candidats disqualifiés au premier tour n'ont pris position que récemment, notamment Roland Atier du MTS ou encore Camille Vital. Qu'est-ce que vous pensez de ce flou qui persiste sur l'échiquier politique national? Non, mais d'abord, il y a une chose dont je suis déçu, c'est que le débat politique a disparu complètement du paysage politique, politique malgache. Donc, l'idéologie qui guide un parti politique est devenue comme cette méconnue. Donc, depuis certaines années, les citoyens ont été habitués au classique retournement des vestes des hommes politiques. Donc, et ça, on le voit encore maintenant avec ces législatives, le foisonnement des candidatures indépendantes, pour se poser la question s'il y a encore des véritables partis politiques au Madagascar. Il y a une analyse intéressante sur le premier tour, c'est-à-dire que très peu de partis ont présenté un candidat, mais on a présenté des candidats avec une plateforme de partis, c'est différent. Donc plateforme des partis où tout est disparate. Ce qui fait que ce soit, vous voulez parler tout à l'heure donc de ralliement du général Camille Vital, il a une plateforme de partis qui sont donc des associations, de partis idéologiquement contradictoires, que ce soit aussi d'autres partis comme les MMM, le parti comme les MTS, là c'est un parti par exemple. Donc c'est plus facile pour un parti comme les MTS qui a déjà un certain nombre des idéologues chez eux pour pouvoir trancher où est-ce qu'on va aller, puisqu'ils ont fait la révolution de 2009, donc ils vont aller logiquement chez M. Redzona Armapian. Quoi qu'on entende les commentaires du premier tour acerbes, acides, de la part du candidat Roland Atier envers M. Redzona Armapian, mais l'idéologie, le comportement veut que M. Roland Atier ne fait pas fausse route en allant soutenir M. Robinson. C'est pas la même chose avec M. Vital. M. Vital
n'a pas participé ni aux événements de 2002, ni aux événements de 2009. Donc il a été appelé comme Premier ministre à la fin de 2009 par M. André Razuel. On concède. Mais il n'est pas, je dirais, tenu idéologiquement par une alliance envers M. Ratonard-Mampien. Lui, il a ce que j'appelle une plateforme de partis, donc disparates, avant qui était avec Ratsir, qui était avec Ravalman aussi, qui était même avec André Razuel, qui était... Donc, il y a autant de gens qui sont pour, je ne dirais pas un retour en arrière, mais pour une accointance avec M. Jean-Louis Robinson de leur part. Et puis comme Jean-Louis Robinson, lui, il a parlé beaucoup plus de sécurité dans son programme, et Camille Vital a mis le programme sécurité comme moteur de développement au départ, donc il est normal pour moi qu'il aille chez M. Robinson. C'est un point de vue, mais donc moi je ne comprends pas ceux qui le traitent de traître, tout ça parce qu'il a servi comme Premier ministre M. André Razuel. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour l'interdire d'aller voir ailleurs, d'aller donc voir vers qui il était. En France, vous savez, il y a ce qu'on appelle les centristes des plateformes. M. Bayrou, aujourd'hui, il est avec la droite, demain avec la gauche, il a fait élire Hollande. Aujourd'hui, il revient avec Borloo. Donc, est-ce qu'on l'a traité de traître ou pas? Non, c'est un go-between qu'il y a donc entre les gens qui sont idéologiquement marqués par un certain nombre de choses. Tout comme les gens de la mouvance Ravalman qui ironisent sur M. Roland Ratsir. Mais lui, il a participé. Il était un des premiers acteurs de 2009. Son orteil était mangé par les souris, paraît-il, quand il était en prison. Donc ça c'est un détail, parce que ça peut s'oublier, ça. Mais toujours est-il qu'il a été parmi ceux qui doivent défendre cette révolution orange, donc en soutenant M. Ratonard-Mampien, tout en ne soutenant pas la plateforme d'André Razuel, puisque lui, ils sont partis. Puis cette plateforme aussi, elle est un peu ambiguë, et c'est là qu'on se pose la question qu'on est en train de mettre en avant donc cette plateforme législative en mettant M. Razuel comme quoi toujours président, mais on est en pleine élection présidentielle, donc ça c'est encore un cas où il veut saboter, torpiller le processus électoral et surtout torpiller le candidat comme il dit qu'il soutient. Mais heureusement ce candidat n'était pas là-bas à Tsunzumbe avant-hier, parce qu'il aurait été déçu de ne pas avoir à prononcer son nom, que c'est lui le candidat de l'élection présidentielle. Personne n'a prononcé son nom. Alors qu'on dit que le président Razuel le soutient, et ça c'est vraiment quelque chose, une erreur fondamentale qui va faire perdre des voix à cette plateforme avec Razuel. Donc, est-ce que cette plateforme aussi est en concurrence avec une autre plateforme de l'ancien vice-premier ministre qui a décidé, lui, de se mettre au milieu et de travailler aussi pour les législatifs. À mon avis, donc, le combat est là entre le MMM et la plateforme Razuel, puisque M. Razuel ne soutient pas ni Ratonard-Mampien, on l'a vu, et l'autre, il est resté neutre. Donc l'autre, MMM, il a 120 députés, l'autre, il a 111 aussi. Donc on verra qui va gagner le combat. Donc c'est toujours la même histoire. Il y a un prolongement donc de ce que j'appellerais la rivalité entre M. Ratonard-Mampien et M. André Razuel. Le genre de conflit qui donne de l'avantage à la mouvance Ravalman, quelque part. Non, c'est pas sûr, puisque ce n'est pas le même enjeu. Non, c'est pas sûr ça qu'il va tirer parti de ça. Parce que lui, maintenant, il se débat, là, dans la mouvance Ravalman, se débat et c'est là peut-être qu'il faut alerter le ministère de l'Intérieur de cette campagne qui devient sectaire. Oui, je pense qu'il faut que la Ligue contre la ségrégation parle ici à Madagascar. C'est qu'on est en train de diaboliser le candidat de Ravalman comme étant l'homme de Satan, puisqu'il est là de la loge maçonnique, et l'autre est le candidat qui est issu de Jésus-Christ, parce que c'est un protestant, suffrage et tout cela. Donc, ce sera dans ce genre de combat, celui qui est avec Satan
perd toujours ici à Madagascar, parce que c'est un monde de croyants, quel que soit qu'ils soient musulmans ou chrétiens. J'espère que cette campagne va aller faire un sens beaucoup plus sur les programmes, pas pour sur les hommes, sur les attaques personnelles, parce que ce serait malheureux que le pays tombe bien aussi bas, quoi. On termine là-dessus notre émission pour aujourd'hui. Merci et à bientôt, Franck Emerson. À bientôt.